je serais bien resté couché. C'est parti pour 35 km jusqu'à El Cubo de la Tierra del Vino. Je serais vraiment bien resté couché, parce que là, il fait pas chaud, et j'étais bien dans mon lit. Il fait encore nuit, donc je vous retrouve quand il fera jour. Il est en short. Je suis presque sorti de la ville. J'ai pu m'arrêter dans un bar qui était ouvert assez tôt, ce qui m'a fait du bien. Parce que bon, l'hôtel où j'étais était pas cher, mais pas de petit déjeuner. Et surtout pas de café. Et là, il fait 5 degrés. En Espagne, en mai. Il caille, mais les couleurs sont chouettes. Et je vous laisse deviner le numéro de la nationale à côté de laquelle je marche. Je ne devrais pas tarder à quitter le bord de cette route. Salut soleil! Pas fâché de quitter le bord de la route. Je suis en train de passer le village de Aldea Seca de la Armuña. Comme vous le voyez, les montagnes ont disparu pour laisser la place à ces légères ondulations. C'est parce que j'ai pris pied sur la partie nord de la Meseta. Meseta qui est limitée au sud par la Sierra Morena que j'ai traversée et au nord par la cordillère cantabrique qui comprend entre autres les Asturies et les montagnes de la Galice. Donc pour résumer mon parcours jusqu'ici, je suis parti de Séville, dans le bassin du Guadalquivir, qui se jette dans l'océan Atlantique. Ensuite, j'ai traversé la Sierra Morena dans sa partie ouest, puis pris pied sur la partie sud de la Meseta, qui est un peu moins haute qu'ici. Ici, je suis à peu près à 800 mètres d'altitude. Après avoir traversé cette partie sud de la Meseta, en passant notamment par Mérida et en traversant le Guadiana, j'ai abordé le système central dans sa partie ouest, c'est-à-dire la Sierra de Gredos, que j'ai traversée pour me retrouver quelques dizaines de kilomètres plus loin à Salamanque. Et maintenant, eh bien, je vais traverser cette partie nord de la Meseta du sud au nord, pas complètement parce que à un certain moment, dans quelques étapes, je vais obliquer vers l'ouest pour rejoindre la Galice.
Donc les prochaines montagnes, ce sera la Galice. Bon, c'est pas entièrement plat parce que il y a quand même des petites vallées dans cette meseta. Voilà, c'était la minute géographie de cette étape. C'est cool, il fait beau. Là-bas dans le lointain, là d'où je viens, la Sierra de Gredos, qui culmine à un peu moins de 2600 mètres d'altitude et qui est encore enneigée en ce début mai. Les oiseaux volaient tellement vite qu'ils sont aplatis sur la vitre. Désolé. Il n'y a pas un chat ici. Pas de chat, pas de bar. Bon, je vais faire une petite pause bar de céréales là. Voilà. Je vais même pouvoir jouer. Bien, après cette petite pause, il est temps de repartir. Il me reste 24 km à faire. Et le chemin se remplit petit à petit. Je viens de voir passer 3 Espagnols qui sont devant moi là-bas, qui ont démarré de Salamanque. Alors bon, c'est pas la foule comme sur le Camino Frances. Le problème, c'est que les albergues sont toutes petites. Donc j'espère que ça ne va pas être la course et que je ne vais pas devoir me lever aux aurores pour espérer avoir un hébergement. J'arrive en vue de la Calçada de Valdonciel, où, avec un peu de chance, je pourrais prendre un second petit déjeuner. J'espère qu'il y a quelque chose d'ouvert. Ça fait du bien. Bien, j'ai mis les lunettes de soleil, enlevé la veste et je repars après cette pause. Je me suis retrouvé avec 2 Espagnols et on cherchait désespérément un bar ouvert qu'une gentille dame nous a indiqué près de la nationale 630, donc à l'autre bout du village. Je viens de voir non pas la Suissesse, mais la dame du Liechtenstein qui me précédait lors de la grande étape de 39 km. Et il m'en reste une vingtaine à faire. Celle-là ne date pas du Moyen-Âge. Bien, il va peut-être être temps de reparler de nos gôtes, en espérant que ce vent de face ne sera pas trop pénible pour la prise de son.
On en était resté à 248 après Jésus-Christ. Mais avant de continuer, il faut faire un peu d'explication quant au contexte politique de l'Empire romain. Cette crise va s'étendre grosso modo de 235 à 284. Et cette période sera aussi connue sous le nom d'anarchie militaire. Compte tenu de la taille de l'Empire et de la multiplication des invasions barbares, l'armée a pris de plus en plus de place sur l'échiquier politique. Ces empereurs-soldats vont se succéder à un rythme effréné. Plus vite que des candidats à un poste de Premier ministre après une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est dire si ça a dû valser. J'imagine un général dire à ses légionnaires « Bon les gars, je suis disponible pour être empereur ». Un peu comme Ségolène Royal après la dissolution. Enfin, Ségolène Royal, c'était plutôt Hé, je suis disponible, hein. Oh, quelqu'un m'entend? Bref, de 193 à 284, 70 empereurs vont se succéder. Les règnes sont donc plutôt courts et leur fin n'a rien à voir avec un partage de petits fours et de mousseux lors d'un pot de départ en retraite. Alors, sans eau, avec eau, H2O. Il pleut pas, mais il a beaucoup plu ces derniers temps. Mais je vais quand même tenter sans eau. Bon, ça passait pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je passe par la nationale 630, qui elle a un pont. Alors heureux. Ah ouais, là, ça passait vraiment pas. Bien, ce passage étant derrière moi, où en étais-je? Oui, l'importance de l'armée sur l'échiquier politique. Lorsque l'on est prétendant au titre d'empereur, il faut s'appuyer sur ses troupes. Mais ces troupes, encore faut-il les recruter. Et ma foi, depuis Marc Aurèle, ça s'est un petit peu gâté. Les jeunes n'ont plus vraiment d'appétence pour la chose militaire. C'est vrai que c'est quand même plus sympa de se gaver de fricassés de crêtes de pan, de ragoûts de tétines de truie, d'aller batifoler, se faire enduire d'huile le corps dans les thermes, plutôt que de se morfondre dans un camp romain à je sais pas où, Pétaouchnok, de se battre contre des barbares hirsutes qui sentent mauvais et qui en plus se moquent de nous parce qu'on se met en jupe.
Bon, je vais m'octroyer une petite pause ici. Pour attirer les jeunes vers une carrière militaire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des sous. L'empereur Septime Sévère augmentera la solde des légionnaires. Il sera mis ensuite en place le système du donativum, qui était une gratification donnée aux soldats à l'avènement de chaque empereur, avec pour conséquence que chaque prétendant au titre promettait plus que son concurrent. Un peu comme les promesses électorales chez nous. En outre, pour combattre l'inflation qui sévissait déjà depuis pas mal de temps, une partie de la solde des soldats est versée en nature, ce qui n'est pas sans poser de problème par ailleurs, notamment sur le transport civil. Je vous explique ça après la côte. Eh oh, je vous ferai dire que la Meseta, c'est censé être plat. Pourquoi une partie du transport civil est impactée par le fait de payer les légionnaires en partie en nature? Eh bien, transporter 3 pièces de monnaie dans une petite bourse, aucun problème. Mais essayer de transporter un quartier de bœuf dans une bourse, c'est ainsi qu'une partie du trafic civil, entre guillemets, est détournée aux fins de transporter la solde des légionnaires. Ce qui perturbe le commerce avec toutes les conséquences économiques que l'on imagine. D'autant plus qu'à l'époque, les transports sont aussi perturbés par la multiplication des attaques des barbares et du brigandage. Et je passe à côté d'un centre pénitentiaire. Bref, entre la crise climatique du IIIe siècle, la crise politique, les crises économiques et sociales, l'Empire n'est pas au mieux de sa forme. À ces crises est venue s'ajouter une crise sanitaire sous la forme de la peste de Cyprien de 249 à 262. Et enfin, l'Empire est confronté à une crise religieuse. En effet, au IIIe siècle après Jésus-Christ, les chrétiens ne sont plus petits groupes de potes qui boivent un coup et partagent du pain autour d'une table, c'est devenu une communauté de plus en plus visible. Et ça ne plaît ni au pouvoir politique, ni aux dieux, et surtout à Bacchus. Pourquoi Bacchus en particulier? Eh bien, Bacchus, c'est quand même le dieu du pinard. Jusqu'ici, tout se passait bien, il cultivait amoureusement ses vignes, fabriquait son vin dans la tradition la plus pure, et tout le monde était content de ces bons produits du terroir. Arrive tout d'un coup un type qui prétend marcher sur l'eau, multiplier les pains,
et changer l'eau en pinard. C'est de la concurrence déloyale. Pourquoi pas un mélange de différents vins de la communauté européenne tant qu'on y est. Donc, Bacchus, pas content du tout. Bref, ça sent les catacombes pour l'Empire. Et forcément, les barbares, dont nos Goths, vont en profiter. Comment en profiteront-ils? Allons-nous assister à des massacres, des pillages, ou juste du tourisme au bord de la mer Noire? Eh bien tout ça, vous le saurez demain. Parce qu'il me reste plus que 5 km à faire. Je pensais être encore plus loin. Ah, le prochain, il va bien couper les jambes. Et j'aperçois là-bas El Cubo de la Tierra del Vino. Ou El Cubo del Vino, parce que les deux appellations coexistent. El Cubo del Vino, le cube de vin. T'habites où au fait? Dans un cubi. Premier arrivé, premier servi. Fin de cette étape qui affiche 37 km sur mon GPS. Je pensais pas que c'était aussi long, j'étais parti sur 35. Voilà, ça s'est bien passé, ça m'a pas semblé aussi long que ça. Le pied, ça a l'air de s'arranger. Donc maintenant, je vais laver mes chaussettes, me reposer un petit peu, manger et me reposer. Demain c'est 31 km jusqu'à Safra. À demain pour de nouvelles aventures.